Baie-Saint-Paul a tenu son premier conseil de ville depuis le retour des vacances estivales lors de la séance ordinaire du 19 août dernier. Rencontré à la suite de ce conseil, le maire Michael Pilote a commenté l'adoption d'un règlement de modification qui autorisera des usages conditionnels pour une unité d'habitation accessoire au centre-ville de Baie-Saint-Paul. Pour le secteur urbain, c'est déjà contingenté. Les permis de location touristique, le fameux BNB qu'on appelle, c'est impossible au centre-ville, donc on ne peut pas ajouter de la location touristique. Cependant, ce qu'on vient faire, c'est de permettre une unité d'habitation accessoire. Ça, c'est quelqu'un, par exemple, qui a un garage à l'arrière de sa propriété et qui décide de le reconvertir en habitation, donc en appartement. Et là, c'est ce qu'il va avoir là, derrière l'ancienne boutique Madame Butterfly. Donc, il y a un garage qui va être reconditionné en appartement et on avait permis ça à Baie-Saint-Paul. On était la première municipalité, en fait, sur le territoire de Charlevoix de le permettre. Et lorsqu'on le permet, on analyse au cas par cas les différents projets. Et là, on vient autoriser, en fait, un projet officiellement là, derrière cette ancienne boutique. Le maire a aussi précisé la démarche visant à instaurer une tarification pour la consommation d'eau potable sur le territoire de la ville. C'est un nouveau programme. En fait, on n'avait pas de tarification et là, le gouvernement du Québec, via la stratégie en eau potable sur le territoire québécois, on nous oblige à avoir un cadre de référence à ce niveau-là et on est au premier balbutiement. Donc, les tarifs qui sont mis, on viendrait tarifer 1 sou par mètre cube en haut du 85 000 mètres cubes de consommation annuelle. Et ça, je vous dirais, c'est peut-être 15 à 20 de plus que ce que le centre hospitalier consomme annuellement. Donc, c'est très théorique. Pour l'instant, c'est vraiment symbolique. Et dans les prochaines années, fort probablement qu'on assistera à des tarifs qui seront réels, mais au moment où on se parle à la ville, on n'est pas en mesure de tarifer le tout. On a des compteurs qui sont déjà en place, entre autres dans le secteur commercial, industriel et dans certaines résidences, mais c'est plus pour lire, en fait, d'avoir certaines mesures pour bien de comprendre notre consommation en eau potable sur le territoire, mais demain matin, de dire qu'on arrive avec des données qui soient vraiment réelles, de faire des inspections, de s'assurer du respect de tout. On ne peut pas mettre le tout en place. Donc, dans les prochaines années, il y aura sûrement des avancées à ce niveau-là, mais là, c'est vraiment d'y arriver avec un cadre symbolique qui annonce un certain tracé pour la suite des choses. Parce que c'est très peu, c'est pas limitatif. En soi, il n'y a personne qui va consommer plus de 85 000 mètres cubes d'eau. Pour l'instant, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est symbolique, mais dans le futur, on assistera sûrement avec des données qui seront plus réelles à ce niveau-là. Le premier citoyen de la ville a également réitéré que l'augmentation du budget qui est alloué à l'Office municipal d'habitation s'inscrit dans un processus de révision usuel. Par rapport à l'OMH, le budget a été révisé. On a eu beaucoup de controverses dans les derniers mois, on en a entendu parler, même si la ville n'est pas liée comme gestionnaire à l'OMH. Est-ce qu'il y a des liens avec l'augmentation des budgets? Je ne pourrais pas vous dire, il faudrait plus questionner les gens de l'OMH à ce niveau-là. Nous, étant des partenaires de l'Office municipal d'habitation, on se doit d'adopter lorsqu'il y a des correctifs, mais ça, il faut quand même le relativiser les choses. Annuellement, ça nous arrive à quelques reprises en cours d'année d'avoir l'adoption d'un budget qui est révisé par différentes raisons à ce niveau-là. Lors du conseil de ville, le maire a tenu quelques mots pour la 15e édition du Festif de Baie-Saint-Paul qui s'est déroulé en juillet dernier. Il déclare que la ville rencontrera le comité d'organisation à partir de l'automne 2024. Bien, il y aura des discussions, et comme annuellement, on discute avec nos partenaires du festif, on s'assoit, on regarde qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, quelles mesures on peut additionner. Et déjà dans les prochaines semaines, il y a des rencontres qui sont prévues entre moi-même et la direction générale du festif. On va s'asseoir pour justement réfléchir au tout. Et comme je le mentionne, des fois, ce n'est pas nécessairement un manque de volonté de la ville, mais c'est la question des capacités. Est-ce qu'on est en mesure de fournir en eau potable? Est-ce qu'on est en mesure d'héberger les gens? Est-ce qu'on est en mesure de bien les accueillir? Mais la collaboration va très bien entre le festif et la ville de Baie-Saint-Paul et on aura des réflexions à savoir qu'est-ce qu'on fera pour la suite des choses, mais on pourra préciser le tout au cours de l'année prochaine. En terminant, Michael Pilote a indiqué que des annonces sont à venir pour la tenue de 2 rencontres qui impliqueront la ville et ses sinistrés des inondations de mai 2023. Oui, bien ça, c'est des rencontres justement pour savoir comment on peut mieux aider les gens, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, mais ça, c'est des rencontres qui vont être annoncées. Justement, il y a eu des pré-annonces, mais tout va se préciser prochainement. Je pense que ça doit être à ça que vous faites référence, j'imagine. Mais oui, il y aura des rencontres avec nos sinistrés et les contenus pourront être annoncés prochainement.
La prochaine séance du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul se tiendra le lundi 9 septembre 2024. On reçoit aujourd'hui Mme Éléonore Cusson, qui est coordonnatrice de projet pour le comité ZIP Saguenay-Charlevoix. Bonjour, Mme Cusson. Allô. Est-ce que, tout d'abord, vous pouvez nous faire un petit rappel de la fonction, du mandat du comité ZIP dans Charlevoix? Oui, le comité ZIP, c'est un organisme de conservation puis de restauration du milieu naturel, particulièrement sur les berges du Saint-Laurent. Et on a un bureau ici à Baie-Saint-Paul, mais on a également un bureau au Saguenay pour la rivière Saguenay, pour le fjord. Puis on travaille beaucoup en action concertée. Donc, on est très en collaboration avec les municipalités, les MRC et puis les citoyens et citoyennes pour pouvoir développer des projets qui répondent à des enjeux du coin. Parlant de concertation, vous avez été approché par la municipalité de l'Île-aux-Coudres. En quoi ça consiste exactement, ce nouveau projet-là? En fait, cet été, on travaille sur un inventaire puis de l'éradication d'espèces exotiques envahissantes à l'Île-aux-Coudres. C'est un petit rappel d'un projet qui a déjà été fait à travers les dernières années. Il y a eu quelques identifications d'espèces exotiques envahissantes, mais beaucoup de citoyens et de citoyennes aussi qui avaient cet enjeu-là en tête, qui étaient très inquiets de la quantité qu'il y avait autour de l'Île-aux-Coudres, ont fait une approche à la municipalité. Donc, on a développé un projet pour avoir une meilleure idée de l'ampleur de l'enjeu. On fait un tour de l'Île-aux-Coudres pour identifier les différentes espèces exotiques envahissantes qui peuvent causer problème autant pour le milieu naturel que pour la santé humaine. Vous en avez identifié 3 précisément? Oui, 3 principales qui sont encore en possibilité d'action, d'un sens. Il y en a qui sont ciblés par les spécialistes dans la matière qui établissent les possibilités d'éradication, donc la phragmite, qu'on appelle aussi le roseau commun, la renouée du Japon, puis la berce du Caucase aussi, qui a été identifiée à l'Île-aux-Coudres. C'est un peu ça qui a démarré le projet aussi, des citoyens qui ont identifié la berce du Caucase sur l'Île-aux-Coudres. C'est une espèce exotique qui peut aussi causer problème à la santé. Dans le fond, ça crée des brûlures chimiques sur la peau. Dans le cas de la berce du Caucase, exact. Particulièrement. Exact. C'est une espèce exotique qui est très impressionnante, là, très grande, puis ça a été retrouvé aux abords d'une route de l'Île-aux-Coudres. Donc, notre action, c'est de l'éradiquer, donc de couper la racine de cette plante-là. C'est quand même une petite colonie en ce moment, à peu près 30 individus, donc c'est facile à gérer. On a commencé par faire 3 coupes au sein même de cette colonie-là, puis déjà, depuis le début de l'été, on voit qu'il y a une franche diminution de la quantité de plantes qui poussent à cet endroit-là. Donc, ce sont aussi des plantes qui sont nuisibles pour les milieux naturels dans lesquels elles se propagent. Oui, en effet. Le caractère envahissant, en fait, c'est ça qui est le plus problématique. Ouais. C'est des espèces qui prennent une grande place dans un milieu. Ils poussent souvent dans des formations très denses. Donc, ça empêche les autres plantes, les plantes indigènes, en fait, la diversité qu'on retrouve naturellement dans les milieux. Ça les empêche de pousser. Donc, on se retrouve avec un milieu des fois aseptisé, très peu d'espèces de faune qui peuvent cohabiter dans ces milieux-là. C'est des espèces qui sont pas habituelles au Québec. Oui. Donc, ça devient un endroit où il n'y a pas beaucoup de biodiversité, en fait. Puis ça peut affecter aussi la visibilité des paysages. Puis, c'est des espèces qu'on essaie d'empêcher de prendre de plus en plus d'ampleur au Québec. Donc là, vous procédez à des coupes. Ensuite de ça, vous étendez des bâches sur le sol qui restent présentes pendant 3 années consécutives. Au minimum. Au minimum. Dans le cas du projet de l'Île-aux-Coudres, par contre, on est vraiment dans une première amorce de projet. Donc, vu que la principale intention du projet, c'est de faire un inventaire, cet été, on a coupé à multiples reprises les colonies sélectionnées. Donc, il y en a 3 à la pointe du bout d'en bas, puis une qui est la berce du Caucase sur le bord de la route. Puis pour l'instant, on fait juste éviter leur propagation. Donc, on veut éviter qu'ils puissent se reproduire davantage en coupant les plantes le plus rapidement possible, puis en essayant de les épuiser un peu aussi pour leur montrer que le milieu n'est pas clément où ce qu'ils se trouvent. Donc, pour éviter... qu'elles continuent de se démultiplier. Exact. Vous avez réalisé au cours des dernières années d'autres plans contre les espèces exotiques envahissantes. Je pense, par exemple, au marais de Saint-Joseph-de-la-Rive. Ouais. L'automne dernier, vous avez mené différentes actions. Est-ce que vous faites un suivi année après année pour voir où est-ce qu'on en est rendu? Oui, exact. La base, justement, qui reste au minimum 3 ans, en fait 4-5 ans, des fois 7 ans,
On s'assure que la bâche est encore en place, qu'elle est bien solide. Puis aussi, il doit y avoir des visites pour aller regarder s'il n'y a pas des plantes qui s'en sortent. Là, souvent, les espèces exotiques envahissantes ils ont une bonne capacité de survie, on pourrait dire. Oui. Puis il y en a qui essayent de chercher la lumière, donc en sortant de la bâche. Donc, on s'assure de faire une coupe récurremment les années subséquentes pour arriver à réduire encore plus leur possibilité de pousser. OK. La population qui souhaite ou qui observe des plantes envahissantes sur leur terrain ou dans des milieux naturels, qu'est-ce qu'elle peut faire? Les plantes exotiques sont quand même faciles à éradiquer, puis je pourrais dire que le plus de personnes qui vont s'y mettre, le plus de chances on a de régler le problème en termes régionaux. Oui. Donc, une coupe répétée, comme on fait au comité ZIP, au moins 3-4 fois par été. Donc, de couper une fois au début au printemps quand ça pousse, les laisser repousser un petit peu, puis les couper à chaque fois qu'ils réessayent de se donner un air d'aller. Puis, à la fin de l'été, de bâcher avec justement un géotextile qui est très épais, qui empêche la lumière ou l'eau de passer. On tient ça solide avec des sacs de sable, par exemple, ou des broches. Puis, de laisser ça en place pendant quelques années, ça peut vraiment permettre d'éradiquer l'espèce. C'est très important aussi de conserver les résidus verts de ces espèces exotiques-là, puis de les mettre dans des sacs de poubelle, puis les jeter aux poubelles et pas au compost ou de les laisser sur place parce que ça peut vraiment occasionner des repousses. En fait, il ne leur faut pas beaucoup de matière de biomasse pour pouvoir reprendre une autre colonie, dans le fond, ces espèces-là. OK. La population qui souhaiterait suivre vos actions ou vous contacter, comment est-ce qu'elle peut le faire? Ils peuvent nous contacter à travers notre site Web. On a tous nos contacts qui sont sur place. Puis également, si jamais les citoyens et citoyennes veulent juste déclarer une espèce exotique envahissante, une colonie qu'ils ont sur leur terrain ou qui croisent près de chez eux, ils peuvent remplir une déclaration, un petit formulaire sur Sentinelle, qui est une application. Ça se retrouve aussi sur le site du ministère de l'Environnement. Puis ça nous permet de pouvoir faire un inventaire plus complet. Super. Merci beaucoup, Éléonore Cusson, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. L'Auberge des Balcons a récemment organisé une journée de festivités afin de célébrer le 50e anniversaire de son OBNL gestionnaire, le service d'hébergement jeunesse Bonhomme Bonhomme. La journée d'activité comprenait notamment des olympiades familiales, une épluchette de blé d'Inde, des performances artistiques, un tournoi de pétanque et une soirée DJ. La fête familiale a permis de rappeler le caractère historique de l'OBNL qui gérait autrefois l'auberge Le Balcon Vert et qui exploite de nos jours l'Auberge des Balcons. C'est vraiment le fun de pouvoir souligner en fait l'héritage de cet organisme-là qu'on a récupéré, disons. C'est vraiment le fun de souligner tout ce qui a été fait pendant les 40 ans d'ouverture du Balcon Vert. Puis de faire une grande fête en invitant tout le monde, en faisant des liens avec ce qui a été fait avant, en ramenant l'international de pétanque qui était une tradition au Balcon Vert. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir rassembler tout le monde autour de ça. Écoute, quand j'ai su qu'elle allait fêter leurs 50 ans cette année, ça m'a rappelé de souvenirs de mon adolescence où le légendaire Balcon Vert, c'était presque mythique dans la montagne. Donc, je trouve ça merveilleux qu'une folie à ce moment-là de créer une auberge de jeunesse dans un endroit comme ça s'est poursuivi avec les années. Et Maison Mère a été très heureux d'accueillir l'auberge ici à l'intérieur du bâtiment patrimonial. C'est sûr que ça a été une aventure un petit peu rocambolesque, on va dire, parce qu'il s'est installé dans le bloc 6. Ensuite, on leur a proposé de s'installer en faisant des travaux dans le bloc 1. Puis là, je pense que ça leur a permis de se créer vraiment un lieu attractif. Le service d'hébergement à vocation multiple a grandement développé ses infrastructures au fil des dernières années. Bien là, aujourd'hui, écoutez, je dirais qu'en haut, c'était presque folklorique. Là. Je veux dire, l'hébergement, c'était quand même bien, mais c'est un hébergement d'été, tout ça. Là, on est rendu à un hébergement
4 saisons avec, je dirais, une qualité d'hébergement même qui a changé depuis le changement, depuis on a changé de bloc, on est rendu dans les nouveaux locaux. Il y a des toilettes, il y a des chambres avec des toilettes, il y a vraiment beaucoup de commodités. Tout est neuf. Je ne sais pas si quand on visite, on fait le tour, on voit que c'est bien entretenu. Puis, bien, il y a le bistrot aussi qui s'est ajouté, puis qui est un lieu culturel intéressant. Il se passe beaucoup d'activités ici. L'événement a souligné la part indéniable de l'OBNL pour la création de liens sociaux dans la communauté charlevoisienne. Moi, j'entends beaucoup de gens locaux qui aiment venir au bistrot le soir, à côté, venir prendre une petite bière en fin de journée. Ça fait un lieu vraiment convivial qui, je trouve, permet à Maison-Mère d'avoir une offre vraiment exceptionnelle, de vivre, comme je dis souvent, l'expérience immersive de coucher dans des anciennes chambres de religieuses parce qu'on a gardé l'aspect pittoresque avec les travaux. Et puis, en même temps, d'être convivial, de pouvoir offrir les journées du marché public, de venir manger ou prendre une bière. Donc, c'est vraiment un plus pour Maison-Mère que l'auberge se soit finalement installée confortablement derrière le bâtiment, à la jonction de l'allée qui nous mène jusqu'au Voisin. Donc, les gens me disent: «Ah, c'est le fun, on vient le dimanche ou on vient en semaine, on vient en fin de journée». Puis, c'est aussi, ne jamais oublier que ce qui donne la texture, ce qui donne, je dirais, la signature, c'est de jamais oublier que nous, les locaux, on a besoin d'avoir un endroit pour échanger. Puis c'est ça que les gens apprécient le plus. Le lieu d'hébergement valorise également la rencontre des gens d'ici avec des visiteurs de passage dans la région. Au dire des gestionnaires rencontrés, cet aspect représente la plus grande force de l'établissement. Et la partie de mixité, justement, d'offrir des choses à l'année pour les gens qui habitent Baie-Saint-Paul ou Charlevoix, d'être aussi accueillants de leur part là, pour les touristes que pour les gens de la place. Ça, je pense que c'est une belle façon de faire un service à la clientèle. Oui, on a beaucoup de réguliers qui s'accumulent depuis 7 ans. De tout genre. Il y en a beaucoup qui viennent faire de la randonnée, il y en a qui viennent juste profiter de Baie-Saint-Paul, du fleuve. Mais de plus en plus, oui, on a beaucoup de gens qui reviennent. C'est un lieu qui est en train de se créer là, pour les activités, autant pour les touristes, mais quand les touristes s'en vont, ça reste un lieu pour les gens de Baie-Saint-Paul aussi. Une levée de fonds par obligation aura lieu à partir de l'automne pour soutenir l'OBNL à la tête de l'auberge. On reçoit aujourd'hui Michel Dion et Laura Cyr de Tourisme Charlevoix qui viennent nous parler d'une nouveauté pour l'Association touristique régionale. Bonjour à vous deux. Bonjour. Tout d'abord, Michel, vous avez ouvert il y a quelques mois un poste en chargé de projet en tourisme durable chez Tourisme Charlevoix. Oui. Faites-moi un petit historique de qu'est-ce qui vous a amené à vouloir acquérir une nouvelle ressource en tourisme durable. Bien, le développement durable, tourisme durable, je pense que c'est rendu une priorité pour l'ensemble des organisations de gestion de touristes à travers le monde. Donc, c'est important pour nous d'être en avant de la parade. C'est pour ça qu'on a été la première association touristique régionale à se doter d'un conseiller en développement durable en 2021. Puis après ça, Laura est arrivée plus récemment, comme on a changé un peu le titre du poste, chargé de projet en tourisme durable. Mais pour nous, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un à l'interne de dédié à cette fonction-là, surtout depuis notre planification stratégique où ça prend une part très importante. Donc, à partir de 2025, vous allez devenir la première association touristique régionale au Québec à verser un pourcentage de la taxe d'hébergement que vous percevez annuellement pour le tourisme durable, les projets qui favorisent la résilience et l'adaptation au changement climatique, entre autres. Donc, c'est un 5 % minimal qui sera accordé, ce qui représente... Ça représente environ 200 000. Ça, c'est si on a une taxe sur l'hébergement qui est à 4 millions. Évidemment, avec l'augmentation du coût de la vie, bien évidemment, la taxe va probablement augmenter dans les années à venir.
Donc, ce montant-là va suivre puis va augmenter. Mais oui, ça représente environ 200 000. Puis c'était l'idée de se mettre une cible, donc de se dire, écoute, on doit investir, donc soyons sérieux. Puis on est devenu la première à le faire, puis on est très fiers. OK. Alors, votre mandat, Laura, par rapport à cette enveloppe budgétaire-là, grosso modo, ce sera quoi? Oui, dans le cadre de mon poste, mon mandat va être, entre autres, de faire la gestion du plan montagne, d'assurer le déploiement de la planification stratégique de 2023-2027 de la destination et de faire un plan de développement durable à l'interne pour l'organisation. On aimerait ça aussi aller rechercher là, une certification de durabilité autant pour les entreprises que pour la destination. Donc, on recherche vraiment d'avoir des hauts standards et que ce soit une certification qui est reconnue par le GSTC. OK. Vous procéderez à l'évaluation de projets qui vont vous être soumis. Ce sera Laura qui va procéder à ça ou il y aura une équipe autour d'elle pour évaluer quel projet pourrait se voir verser un montant financier? Bien, déjà, je pense que c'est important de dire que dans nos enveloppes d'aide financière, déjà, on évalue très, très, très strict par le développement durable. Puis on est encore une fois devenu la première ATR à mettre de l'éco-conditionnalité, donc 15 que les entreprises peuvent être pénalisées selon leur performance en développement durable. Puis Laura pourrait peut-être parler un peu plus du genre de critères qu'on regarde dans l'évaluation de projet. Oui, on a vraiment dans le fond une grille d'analyse où on analyse différents concepts du tourisme durable. Donc, comme justement l'accessibilité universelle, si ça a des bonnes retombées positives pour la communauté. On parle d'acceptabilité sociale, de bonne gestion des ressources naturelles et plus encore. Donc, on vient vraiment chercher comme une analyse 360 sur le projet. Donc, ce seront des projets qui vont s'ancrer en montagne. Vous avez déterminé 4 secteurs sur le territoire. C'est quoi ces secteurs-là? Bien, ça, c'est quand on est plus au niveau du plan montagne, qui est un plan à part, mais je te laisserai, vas-y, avec les 4 zones. Oui, dans le plan montagne, on a la zone de Saint-Siméon, du Mont-Grand-Fond, du Massif et des montagnes. Donc, c'est vraiment les 4 zones qui sont visées. OK. Concrètement, Laura, le tourisme durable, c'est un terme qui est galvaudé, on en entend parler un peu à toutes les sauces. Est-ce que Laura ou Michel, vous pouvez me donner une idée de projets qui vous ont été soumis par rapport à ça? Pour les idées de projets, je te laisserai peut-être. Bien, en fait, nous, ce qu'on regarde vraiment, tu sais, ça peut prendre vraiment plusieurs formes, des projets d'approvisionnement local. Si je prends, par exemple, un projet qui a été quand même annoncé récemment, la station Trail, c'est un projet que nous, on a financé. C'est un projet qui est intéressant parce qu'on devient la première station Trail en Amérique du Nord, mais c'est qu'on aide aussi des stations à s'annualiser, donc à avoir une période d'opération qui est plus longue, mais aussi à s'interconnecter avec différents pôles. Clermont, éventuellement, ça va être Saint-Siméon. Donc, ça permet, je vais dire, d'interrelier des communautés puis vraiment de se créer des aires de spécialisation qui vont se permettre de distinguer à l'international. Donc, ça, c'est un exemple de projet qu'on soutient. Mais il y en a d'autres aussi qu'on a soutenus via le plan montagne qui devraient être annoncés sous peu. Puis il y a, comme a dit Laura aussi, notre vaste projet d'aller chercher une certification pour la destination puis pour les entreprises, qui sera assurément quelque chose de super intéressant. OK. Cette enveloppe budgétaire-là de 200 000 qui va être disponible à partir de l'année prochaine, est-ce que les entreprises vont devoir postuler directement pour avoir accès à une portion du budget ou bien elles vont, entre guillemets, proposer des projets pour autre chose et vous allez aller chercher de l'argent de cette enveloppe-là? À ce stade-ci, on n'a pas prévu de programme qui serait disponible pour les entreprises. L'idée, c'est vraiment d'avoir un fonds pour soutenir, des projets collectifs, si je peux dire, qui vont avoir de l'impact sur du multi-entreprise, comme peut l'être, par exemple, la certification. Mais en même temps, tout est à inventer, fait que le monde des possibles, je pense, est à l'horizon. Qu'est-ce qu'on s'attend comme prochaines étapes pour vous par rapport à ce montant financier-là, puis la mise en œuvre du plan montagne, là, qui sont 2 choses séparées? C'est quoi les prochaines étapes? Oui, dans le plan montagne, là, on prépare notre prochain appel à projet là, qui va se faire prochainement. Les enjeux qui vont être priorisés pour ce plan montagne-là, ça va vraiment être la mobilité durable, l'accessibilité universelle et le renforcement des chaînes d'approvisionnement locales dans les zones montagnardes. OK. Puis il y a évidemment la certification. Je pense qu'on devrait être en mesure de faire des annonces bientôt de ce côté-là aussi. OK. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en discuter prochainement.
Super, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de vous être déplacé aujourd'hui. Ça fait Merci, plaisir. merci à vous. La rentrée des classes bat son plein au Québec en ce début du mois de septembre. La saison touristique est toutefois loin d'être terminée en Charlevoix. Plusieurs entreprises de la région se retrouvent confrontées à une pénurie de main-d'œuvre alors que bon nombre d'étudiants retournent sur les bancs d'école. TVCO a rencontré 2 commerçantes de Baie-Saint-Paul afin d'en apprendre davantage. L'été, on est dans le fond, puis je parle pas juste pour les bonnieuses, en fait, je parle pour toute l'industrie touristique de Charlevoix. Là. La saison, elle arrive d'un coup, fait qu'il se passe rien. Mettons qu'on va se partir en avril, mai, c'est la mort, juin, puis là, la Saint-Jean arrive, puis tout d'un coup, tout le monde en même temps débarque dans Charlevoix et ça y va. Ici, en tout cas, je ne sais pas si c'est parce que je suis sur la 138, mais ça y va au moins jusqu'à l'Action de grâce. Fait qu'on est full spin, production maximale de ce que nos équipements sont capables de faire. Puis après ça, bien, c'est sûr que là, ça retombe un petit peu tranquille. Puis là, bien entendu, les fêtes arrivent, ce qui est à peu près le pareil pour tous les commerces au Québec quand Noël est là. Le ski, on est chanceux, on a le ski, mais l'été représente un pourcentage, j'aurais de la misère à le dire, mais probablement 70 % de notre année financière. L'été, les étudiants représentent quelle proportion de vos employés? C'est un peu plus de la moitié. C'est plus de la moitié de nos employés qui sont étudiants. Donc c'est pour ça que quand ils repartent, c'est compliqué. Au dire des commerçantes rencontrées, cet enjeu se fait particulièrement ressentir dans la transition saisonnière qui débute. Nous, le problème avec la main-d'œuvre, c'est qu'à chaque fois, les étudiants ils repartent vraiment tôt à l'école. Des fois, c'est mi-août, des fois, c'est fin août. Fait que là, la saison, elle n'est vraiment pas finie. Et nous, on a la moitié de l'équipe qui s'en va. Fait que là, on ne sait pas comment faire. Septembre, il n'y a personne qui va encore appliquer. En général, c'est novembre. Donc là, on est comme dans un fossé septembre-octobre avec pas de personnel. Là, ce qui est le fun au début de l'été, c'est que l'école finit, plus ou moins. Même qu'un petit peu avant, les cégeps, les universités, fait qu'on se permet d'avoir les temps pleins, s'en vont tous en vacances avant de tomber dans la saison touristique parce qu'on ne se cachera pas que c'est extrêmement fatigant. Fait que là, les étudiants arrivent, puis tu sais, moi, mettons, là, cet été, j'ai roulé à 52 employés. Puis là, dans ces 52-là, j'en ai environ 20 qui étaient des étudiants du secondaire jusqu'au cégep. Donc 40 % des employés. Oui, à peu près. Fait que là, c'est le fun, il arrive, mais de plus en plus, à chaque année, l'école, on dirait qu'elle commence de plus en plus tôt. Cette année, j'en ai qui finissaient le 12 août, ils retournaient à l'école. Fait que là, moi, je me trouve à avoir une saison touristique dans le fond. Puis nos étudiants s'en vont de semaine après semaine. Bon, bien là, une semaine, j'en perds 3. Après ça, une autre semaine, j'en perds 4. Une autre semaine, j'en perds 3. Parce que cette année, l'Action de grâce, c'est le 14 octobre. Là. Fait que là, moi, je perds certains de mes jeunes le 12 août. Je perds le reste la semaine prochaine, on est le 27. Mais je file jusqu'au 14 octobre. À pleine capacité, là, tu sais, ça y va. Bien, c'est sûr que c'est moins fort qu'en juillet, qu'en août. Mais ça reste des mois très, très forts. On dirait pour nous autres parce qu'on a moins d'employés. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de monde. Cette situation engendre une foule de répercussions commerciales. Alors, les heures d'ouverture, on garde les mêmes pour ne pas changer trop les gens. Mais par contre, on a fermé vendredi, samedi, faute de main-d'œuvre. Là, c'est pas faute d'avoir demandé partout, sur Indeed, sur nos réseaux sociaux. On en parle à la caisse, à tout le monde qu'on connaît. Mais je pense que tout le monde est un peu dans le même problème que nous. C'est qu'il n'y en a pas de personnel. Donc, moi, j'ai des amis qui vont venir nous aider pour rouvrir le vendredi, samedi, mais ils vont faire ça en plus de leur emploi principal. Fait que c'est vraiment pour dépanner, puis c'est compliqué. La semaine prochaine, je tombe à personnel extrêmement réduit. Fait que, au lieu d'être
Mettons, là, je vous mets en contexte de mon commerce à moi, 8 au service client, 4 boulangers, 2 plongeurs, 4 cuisiniers. Bon, bien, on tombe à 2 cuisiniers, 4 au service client, 2 boulangers. Fait que là, on tombe vraiment, vraiment réduit, puis tout le monde fait un peu les jobs de tout le monde pour compenser ça. Je sais qu'on vit beaucoup avec ce qu'on gagne l'été. Mettons, on a des mois, novembre, avril, on perd vraiment de l'argent, fait qu'on ne pourrait pas être ouvert toute l'année si ça ne marchait pas aussi bien l'été. Parce que c'est notre source de revenus le plus important, c'est vraiment l'été, c'est se concentrer sur 3-4 mois. Après, on vit tranquillement. C'est vraiment, on paye les factures et on ne fait pas vraiment de bénéfices. Oui, j'ai fait affaire avec des compagnies de recrutement cette année pour recruter des gens. J'ai recruté à l'international énormément, mais là, j'ai eu une surprise le mois passé qui est un pourcentage maximal de travailleurs étrangers temporaires qu'on peut avoir dans une compagnie. Je suis rendue là. Fait que j'ai engagé autant de travailleurs étrangers temporaires que je pouvais. J'ai full étudiant, je suis plein de temps plein, j'en ai genre 17, mais il me manque encore du monde. Fait que des stratégies, c'est laquelle? Bon, ben moi, ma stratégie, c'est que au lieu de fermer à 6 heures, je vais commencer à fermer à 4 heures. Puis j'ai recommencé à fermer les lundis. Fait que, tu sais, c'est des petits trucs comme ça que moi je fais. Bien, je coupe sur mes heures d'ouverture, donc automatiquement, je coupe un peu la clientèle locale et ou les gens qui passent, parce qu'avant, je suis ouvert jusqu'à 6, puis là, je suis ouvert jusqu'à 4. Tu sais, mais les gens comprennent, on leur dit, mais il y en a. C'est quoi les solutions? Les retraités, ben, ils veulent pas travailler la fin de semaine en restauration, bien, on roule la fin de semaine. Fait que je suis ouverte à toute solution. S'il y a quelqu'un qui peut m'amener des solutions pour me donner du staff présentement, moi, je dis oui, là, full ouverte. La valeur du travail réalisé par la main-d'œuvre étudiante est toutefois reconnue. Je me trouve extrêmement privilégiée aux Bonlieuses, là. Je veux dire, sur 100 de mes employés, je suis satisfaite à 100 Puis mes étudiants, bien, on doit bien faire ça parce qu'il y en a que ça fait 4 et 5 étés qui sont avec nous autres, tu sais. Puis oui, c'est sûr qu'il y a plus de formation un peu à faire côté étudiant parce qu'ils ont 14, 15 ans, mais il reste des fois jusqu'à temps qu'ils partent à l'université. Fait que, tu sais, un étudiant, ça jase un peu plus, puis c'est bien normal, là. Ils font leur social, puis ils sont contents, puis l'important, c'est qu'ils jasent en travaillant, là, mais moi, j'ai besoin de mes étudiants, puis je les garde, puis je les aime, puis je les garde, parce que je veux qu'ils reviennent à Noël, je veux qu'ils reviennent au relâche, je veux qu'ils reviennent quand ils finissent le cégep, puis je veux essayer de les garder le plus longtemps possible, t'sais. Plusieurs étudiants continuent cependant de travailler après le retour en classe. On continue à travailler les fins de semaine, une journée. Okay. On a le choix 2 jours par deux journées, une fin de semaine sur 2 ou une fin de semaine, une journée par fin de semaine. Malgré ce manque de personnel récurrent, les commerces de la région souhaitent rappeler qu'ils s'efforcent de servir la clientèle du mieux qu'ils le peuvent. Le Musée maritime de Charlevoix débute un nouveau projet d'exploration sous-marine qui s'ancre au cœur du fleuve Saint-Laurent. À l'heure actuelle, on est en train de tenter d'identifier une épave qui a été localisée par les services hydrographiques canadiens depuis déjà plusieurs années. La technologie aidant, on est en mesure maintenant de pouvoir sonder le fleuve, le lit du fleuve avec beaucoup plus de précision pour détecter la présence de dangers à la navigation. Ce faisant, on trouve parfois des anomalies qui se transforment en épaves. Et dans ce cas-ci, on savait qu'il y avait au moins 2 épaves dans la région de l'île aux Coudres. En fait, il y en a au moins 3, peut-être plus, peut-être davantage. Mais le projet était de tenter d'identifier une de ces épaves-là qui se trouve au sud de l'île aux Coudres. Pour l'instant, ce n'est pas encore des fouilles archéologiques. On est dans une phase exploratoire, c'est-à-dire qu'une épave a été localisée.
il fallait plonger. Donc, il y a eu une première plongée exploratoire par un groupe de plongeurs de Montréal, les plongeurs techniques de Montréal. Donc, eux ont été faire une exploration. Ils ont confirmé parce qu'on croyait que c'était peut-être une goélette contemporaine qui avait fait naufrage. Mais dans ce cas-ci, ils ont déterminé que c'était une épave beaucoup plus ancienne. Et en faisant un survol des différentes archives, on a pu déterminer que le bateau le plus probable serait un bateau anglais qui s'appelait le Minerva. L'aventure dans laquelle se lance le musée permettra d'alimenter 2 projets au cours de l'année 2025. Donc, on a mandaté Lily Marcotte, une documentariste, de monter une expédition cette année pour aller faire un tournage de l'épave et de ce qu'on en a perçu. C'est qu'on a vraiment une très belle épave cette année. Donc, un groupe d'archéologues, de plongeurs professionnels. Il y a Mario Cyr, qui est un grand cinéaste, qui est plongé avec ses caméras géodésiques. On avait également un drone, un aquadrome qui va sous l'eau, qui est allé filmer tout ça. Donc, on va produire un documentaire qui va devenir une exposition l'an prochain ici à même le musée. Donc, un documentaire sur cette fouille qui a eu lieu cet été. Les premières plongées ont permis de dévoiler quelques mystères de l'épave méconnue. Chose qui est sûre, c'est que les images qu'on a captées sont vraiment fascinantes. Donc, l'épave est vraiment en très bon état. Évidemment, il y a des encres, il y a plein de choses qu'on y retrouve. Et à ce moment-là, ils ont pu découvrir certaines traces de la cargaison que le bateau transportait. Entre autres des pipes en plâtre qui étaient typiques de l'époque, et d'autres éléments beaucoup moins évidents à cause des coquillages qui les recouvrent. Donc, on présume avoir au moins une ancre, peut-être même 2, qui ont été localisées, ce qui pourrait éventuellement nous donner de meilleures informations. Les conditions du milieu dans lequel gît l'épave présumée du Minerva expliquerait en partie les raisons pour lesquelles le site n'aurait pas été exploré auparavant. C'est une épave qui n'avait pas été fouillée. Elle est assez profonde quand même et il y a beaucoup de courant dans ce coin-là. Donc, ça prend vraiment des professionnels pour aller plonger là. Ce n'est pas les amateurs qui peuvent se rendre là. Alors, on a installé une ligne de vie. On est descendu avec nos bateaux. On a eu 5 jours de tournage à même l'épave. C'est 25 minutes sous l'eau. On remonte, puis on revient le lendemain. On a eu des conditions climatiques vraiment idéales pour cette plongée-là. Mais la raison, probablement, c'est parce qu'elle est quand même difficilement atteignable. Le directeur général sortant reconnaît que cette expédition s'inscrit dans une nouvelle tendance du musée pour les expositions qui portent sur des naufrages de bateaux. Il y a des drames là-dedans, il y a des gens de la région, c'est une histoire qui fascine les gens, donc les naufrages. Puis c'est effectivement pendant la création de l'exposition de naufrage qu'on a eu vent de cette épave, qui était très bien préservée sous l'eau, parce qu'elle était on calcule environ 130 pieds de profondeur, donc 45 mètres. Et donc, cette épave qui est bien préservée parce qu'il n'y a pas beaucoup de sel à cette profondeur-là. Donc, l'épave, c'est très bien conservé. Donc, on a poussé l'idée de faire un documentaire sur cette fouille et dans l'obtention de peut-être en 2026 de présenter une nouvelle exposition ici au Musée maritime, sous toute réserve, avec un dôme géodésique. On va réinstaller un dôme géodésique sur le site et de là présenter un film, un conte pour tous, un scénario de film avec Mario Cyr en vedette dans le document. Et donc, c'est une première étape, ce documentaire. L'expédition sous-marine a également pour but la sensibilisation au patrimoine historique du Québec. C'est normal d'avoir cette curiosité, cet intérêt, parce que c'est des bateaux qui étaient sur une liaison souvent triangulaire. Donc, l'Angleterre, le Canada, et on allait en Guyane chercher du sucre, de la mélasse, et on remontait vers l'Angleterre. Donc, c'était comme un triangle de navigation, et c'est ce qui a fait en sorte que beaucoup d'immigrants écossais, dans ce cas-ci, ont peuplé la région de Montréal, ainsi que l'Ontario. Et c'est un peu normal qu'on ait cette curiosité de dire, bon, bien ça, c'est un bateau qui joue quand même un rôle essentiel. En ce qui concerne, entre guillemets, la mémoire, pourquoi est-ce que c'est important de mener ces expéditions-là?
à votre avis? Bien, c'est justement pour conserver la mémoire, pour savoir d'où on vient. On sait qu'on vient des Français, mais on sait que les Anglais sont venus également après. L'interaction entre les deux, jusqu'à un moment donné où on devient un pays, bien, c'est intéressant de voir toutes ces étapes. Et l'étape maritime était une étape essentielle. Si on considère l'aviation, c'est très récent. La navigation, bien, c'est grâce à la navigation que Jacques Cartier s'est rendu sur nos terres et que Champlain a fondé une ville. Donc, l'histoire est très importante et il faut vraiment faire des efforts pour la conserver, pour que les autres générations puissent s'en souvenir. Une autre séquence de plongée est prévue au cours des prochains mois pour la poursuite du projet.